Paix sur vous tous, bienvenue dans le podcast Wild Spirit, cheminement thérapeutique. Moi c'est Virginie, maman de 4 enfants et passionnée de thérapie et de questions spirituelles. J'accompagne les femmes en quête de libération émotionnelle à sortir de la dépendance affective et des troubles de l'attachement. Tu trouveras sur cette chaîne, Inch'Allah, des anecdotes de cheminement et des analyses sur la spiritualité et les questions de guérison du cœur. N'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu t'intéresse. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur les signes de la dépendance affective et plus particulièrement le premier qui me vient à l'esprit et qui me semble très important à traiter, c'est-à-dire le déséquilibre relationnel. Voilà, donc pour revenir quand même sur une notion, avant de parler de signes, il est important de se rendre compte que la dépendance affective, elle est accompagnée d'un gros déni. En général, quand on est touché par ce sujet, on a tendance à ne pas prêter attention à ce qu'on fait, à ce qui se passe, et à considérer que, encore une fois, on est en mode un peu victime, dans le sens où on va se dire, mais à chaque fois, il m'arrive des situations pareilles, mais qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça, en fait, finalement? Et se dire que peut-être c'est... Enfin, souvent, on va prendre l'autre comme le seul responsable, en fait, de la situation, alors que c'est beaucoup plus complexe et que tout ce qui se joue dans ces mécanismes, ce sont quand même des schémas qu'on a intégrés personnellement. Et donc, du coup, on a cette responsabilité-là de pouvoir les voir et de les remettre à la surface, les conscientiser pour pouvoir les changer. Et le fait d'avoir des signes, ça va nous permettre de nous sonner une alerte en nous pour réagir, mais pas dans le sens de la victimisation, dans le sens où je subis encore une fois un schéma qui est comme si c'était une destinée malheureuse qu'on devait vivre, mais en se disant, mais j'ai certainement un levier en moi pour aller soigner tout ça et pour en tout cas le regarder et voir qu'est-ce qui se joue dans mon intériorité. Alors, comment va se manifester ce déni? En fait, en général, je parle de mon expérience personnelle pour le coup et pour des femmes que j'accompagne et que ce constat revient très souvent. On met beaucoup de temps avant de se rendre compte de ce qui se joue en nous. Parce que ce sont des schémas qu'on a intégrés et que pour arriver à les déjouer, les désamorcer, il faut avoir ce recul et se rendre compte de ce qui se joue et avoir ce recul, qui n'est pas tout le temps facile à avoir. Donc on peut mettre des années pour se réveiller et se dire « Ah, là, il faut que je travaille sur une partie de moi et de mon histoire pour pouvoir nettoyer tout ça. » Alors, donc c'est vraiment un constat que j'ai fait à force de travailler sur moi, tout simplement déjà, et avec les femmes que j'accompagne dans cette problématique. Et aussi le fait de me concentrer beaucoup sur cette question et d'analyser beaucoup les choses qui se jouent dans ces schémas-là. Donc on a tendance aussi à enjoliver la relation de dépendance. En fait, le bien-être provisoire que ça va nous apporter au niveau sensationnel, parce que en général, quand il y a la dépendance affective, il y a une sensation très forte. Au niveau hormonal, il y a beaucoup de choses qui se jouent et on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Mais on a tendance à vraiment enjoliver la relation de dépendance pour pouvoir conserver ce bien-être illusoire et éphémère qui se joue quand on est en relation de dépendance affective. Et donc, du coup, on va enjoliver en trouvant des excuses, en masquant la situation, en trouvant des excuses à répétition pour continuer la relation et pour que, en fait, se rejoue toujours cette dose de sensation qui est forte. L'âme s'est accoutumée à ça, donc du coup, on va trouver des excuses. On a aussi tendance parfois à se culpabiliser de l'échec relationnel. Et en fait, c'est juste l'équilibre qu'il faut trouver. En fait, dans cette histoire, c'est vraiment
conscientiser qu'on a des schémas, qu'on a cette responsabilité de travailler sur nous, mais que c'est un processus naturel et normal, et que on a de toute façon tout ce qu'on doit vivre, on va le vivre, et être vraiment plus dans la bienveillance envers soi-même, parce que c'est le début de la guérison. Donc on va avoir tendance quand même à minimiser les conséquences quand on est en relation, pour ne pas souffrir de la séparation. On va minimiser les conséquences et trouver des alibis pour pouvoir continuer cette relation qui est toxique. Quand je parle de toxicité, qu'est-ce qu'une relation toxique ? À mon sens, une relation toxique, c'est avant tout une barrière, et qui peut être très 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 imposante, ça dépend du degré de toxicité, une barrière qui t'empêche d'avancer sur ton chemin de croissance, d'expansion et d'évolution, et qui contribue à te mettre dans un processus d'involution, donc du coup de régression, et qui t'empêche d'aller vers tes objectifs, ton épanouissement personnel et ton aide. Donc du coup, c'est vraiment un élément très important à prendre en compte quand on est en relation, et voir si on n'est pas en train de cultiver ou de nourrir une relation toxique. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, un des signes majeurs, c'est pour moi, à mon sens, le déséquilibre relationnel qui va entraîner, dans un cas, une idéalisation du partenaire, dans un certain type de dépendance, et dans l'autre, on sera devant une forme de surprotection. J'ai envie de dire une forme de syndrome de la sauveuse, du sauveur, qui va faire que on va focaliser notre attention sur une personne affaiblie, et donc le casting, ça va être une personne dans le besoin qui demande de l'aide, et on va jouer en quelque sorte la super-héroïne, celle qui va vraiment apporter le confort, l'affection, même ce que ça peut être au niveau matériel, ça peut être dans plusieurs aspects de ce qu'on peut apporter à une personne. Et en fait, dans les deux cas, il y a dépendance affective. Qu'on soit dans le cas où on idéalise une personne, et du coup, on a ce rapport avec la personne comme une personne qui va nous sauver, qui va nous apporter tout l'amour qu'on n'a pas reçu à un moment donné, ou qu'on croit ne pas avoir reçu à une période de notre enfance, ou on va être dans la posture de celle qui apporte tout à la personne aimée, et qui est en capacité de lui donner tout ce que la personne recherche et tout ce qu'elle a besoin. Et du coup, c'est souvent, on va se tourner vers des personnes qui ont des addictions, qui ont peut-être des problèmes avec la justice, ou qui sont à la rue, ou plein d'autres situations où on sera en mesure d'apporter cet amour, en échange d'avoir aussi cet amour qui ne finit pas, quoi. On a envie de donner cet amour pour... en échange, on se dit, j'ai tout donné pour cette personne, et bien, je pense qu'elle va me rendre en retour considération, amour, et du coup, elle sera enchaînée un peu à la relation. Donc, dans les deux cas, il y a dépendance affective. Parce que souvent, on a tendance à penser que c'est seulement la personne qui va exprimer la dépendance qui est dépendant. Mais moi, je suis d'avis de penser que les deux personnes sont dans la dépendance, surtout quand elle est acceptée. Quand elle n'est pas acceptée, non. Mais quand la personne accepte le schéma, ne le refuse pas, il y a deux personnes qui sont en dépendance affective finalement. Et il y a, dans le cas de l'amour, ce faux sentiment d'amour qui pousse la personne à être dévouée à l'autre et à lui apporter tout ce qu'il manque, il y a vraiment une volonté de contrôler aussi la personne, parce que c'est qu'en lui donnant quelque chose qu'on se dit que finalement elle va pas nous lâcher, elle va rester avec nous, et donc du coup parfois on maintient aussi l'autre dans les addictions. On va entretenir l'addiction chez l'autre. On va pas aimer quand il va décider de s'affranchir de tout ça et d'aller vers autre chose. En général, ça peut casser la relation.
Et donc cette relation dysfonctionnelle et déséquilibrée, elle est souvent héritée de schémas de l'enfance. Parce qu'on voit bien que dans ces relations-là, que ce soit l'idéalisation ou la surprotection et le syndrome de la sauveuse, dans les deux cas, on a une relation plutôt parent-enfant, avec des schémas hérités de l'enfance, que adulte-adulte. On est dans une forme de relation qui se fige et qui se cristallise dans un passé qui est revécu continuellement dans la relation. Donc c'est comme si quand on rentre dans ces relations de dépendance affective, on retournait dans notre passé et dans notre histoire et dans les schémas, dans les programmes hérités de notre conditionnement familial. Et donc souvent c'est des personnes qui vont être plus ou moins des personnes qui vont rentrer dans ce jeu, qui vont être des personnages qui ont eux-mêmes des schémas à travailler dans ce domaine-là, en fait, qui vont rentrer vraiment dans le schéma. Que ce soit la personne qui est vue comme un sauveur, ou que ce soit la personne qui va nécessiter l'aide de la personne qui exprime aussi cette dépendance affective. Donc dans les deux cas, il y a en tout cas focalisation sur l'autre et donc on occulte nos besoins et on est dans une démarche du don, mais qui n'est pas un don désintéressé. Loin de là, ce n'est pas un don désintéressé. D'ailleurs, dès que la personne va faire preuve d'une forme qu'on va considérer comme une ingratitude, ce sera encore une souffrance et voilà, ça peut être repris comme je suis victime, je donne tout et on ne me donne rien en échange. Donc du coup, ces deux situations entraînent des équilibres relationnels, que ce soit l'idéalisation et le syndrome de la sauveuse. Alors ces situations, en tout cas, elles entraînent un échec relationnel qui va se faire sentir très rapidement si ce n'est pas entretenu par le cercle vicieux. Mais en tout cas, ce ne sera jamais une source d'épanouissement et de réalisation pour les deux partenaires. Elle va nourrir seulement les addictions et les comportements automatiques et ça entraîne en fait la destruction des deux partenaires s'il n'y en a pas un qui prend conscience et qui arrête, qui stoppe la machine. On est dans des jeux relationnels qui n'en finissent plus. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une des caractéristiques de la dépendance affective, ce déséquilibre relationnel et le fait qu'on n'est plus dans des relations adultes. D'ailleurs, on est dans l'émotionnel et on perd totalement le fil des choses. On est complètement happé par le mécanisme et on rejoue des scénarios. Et le but, c'est vraiment de prendre conscience de ces scénarios pour s'en libérer. Et tant que ça n'est pas fait, on va répéter le scénario en boucle. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de cette question du déséquilibre relationnel. Je pense que il y a des signes qui montrent qu'on est dans le déséquilibre relationnel. Le fait qu'on est plus en mesure on s'exprime comme un enfant. D'ailleurs, on a souvent cette réflexion en thérapie. Voilà, j'agis comme une gamine. Pardon, on prend conscience qu'on agit comme une gamine parce qu'on est rentré dans un schéma où je ne suis pas adulte, je suis l'enfant. Je suis l'enfant et mon partenaire c'est plus mon parent que mon conjoint, mon partenaire de vie. Et donc on n'est plus dans une relation d'adulte et l'émotionnel, c'est un émotionnel qui n'est pas du tout contrôlé. C'est un émotionnel qui est vraiment en roue libre. Et parce que ça vient toucher nos blessures émotionnelles héritées de l'enfance. Et du coup, on est dans une forme de passé revisité ad vitam aeternam. Et donc pour conclure un peu cet épisode sur le déséquilibre relationnel, j'aimerais encore revenir sur l'histoire de Youssouf qui pour moi elle a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, personnellement, je l'ai beaucoup médité, donc la sourate 12. Je l'ai beaucoup médité, c'est une sourate qui nous apprend beaucoup de choses sur les jeux relationnels et surtout au niveau de la passion amoureuse. Donc dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, paix sur lui, il y a la relation avec Zulaykha, encore une fois. Et en fait, pour revenir dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam,
alors il a été emmené en Égypte par des caravaniers. Arrivé en Égypte, on le met au marché des esclaves. L'intendant d'Égypte, qui est un homme fort c'est vraiment l'homme fort de l'Égypte, le prend comme esclave. Et il va l'offrir à sa femme, Zulaykha, en lui disant que certainement il nous servira de fils parce que le couple n'a pas pu avoir d'enfants. Et du coup, il arrive chez Zulaykha avec cette idée qu'ils auraient en lui, ils verraient en lui un fils. Et du coup, Zulaykha va directement le prendre comme une figure qui nécessite l'amour maternel, l'affection, et elle va l'entretenir, le prendre comme fils, clairement sous la direction de son mari. Mais très vite, la relation, enfin pas très vite, mais dans le temps, dans l'alchimie relationnelle, elle va développer, parce qu'il va grandir, elle va développer des sentiments amoureux un attachement passionnel, plus justement, envers lui. Et donc on voit que de la relation parent-enfant, il y aura un glissement vers l'amant. Et toujours cette idée du schéma. Donc du coup, c'est pas un schéma sain, parce qu'on passe carrément là de penser à avoir un enfant et de le considérer comme son enfant à un amant. Et en fait, c'est un peu ce glissement qui se joue dans la relation. Et c'est pour ça c'est une relation toxique et malsaine, parce que c'est juste des schémas inconscients qu'on reproduit. C'est pas un amour sain qui élève, c'est plutôt une reproduction de schémas. Et là, on le voit très bien dans la sourate Youssouf, sourate 12, qu'il y a un glissement qui se passe. Et heureusement que Youssouf, alayhi salam, il va faire la paix sur lui, il va faire la part des choses et refuser. Et quand il va arriver un jour à la justification, et quand Zulaykha va reconnaître ses torts, il va dire « Wala ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou » Il va dire « Mais je ne m'innocente pas, car l'âme est enclin à aller vers le mal. » En fait, il y a une âme bestiale qui est incline à aller vers le mal. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de cette quête spirituelle, c'est de passer de l'âme qui appelle au mal à l'âme apaisée. Et du coup, là, Youssouf nous met le doigt sur quelque chose de très important, c'est que il a fui, certes il a fui, car c'était l'âme bestiale qui l'appelait à aller vers Zulaykha, à rester avec elle quand elle lui a proposé d'avoir des relations intimes. Et du coup, il a dit « Mais je ne m'innocente pas, car l'âme est appelée à vers le mal. » Donc il reconnaît que s'il avait suivi sa tendance négative, il aurait succombé et il serait avec Zulaykha. Mais il a dit « Qu'est-ce qui va préserver ? Qu'est-ce qui préserve ? Qu'est-ce qui va préserver ce passage à l'acte et aller vers quelque chose qui est défendu ?» Elle dit « Illa man rahima rabbi » sauf ceux qu'Allah a comblés de miséricorde. Ceux-là, c'est la miséricorde divine qui les préserve de succomber dans les jeux. Et donc, j'appelle toutes celles et ceux qui souhaitent se guérir de la dépendance affective, appeler à la miséricorde et se tourner vers l'attribut divin, Ar-Rahman, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, car c'est par cet amour rayonnant que l'on peut sortir des schémas qui nous enchaînent et qui nous aliènent. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me faire des retours en commentaire si vous avez des questions ou des partages à nous faire sur le sujet de la dépendance affective. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur les signes de la dépendance affective. Portez-vous bien.